Chapitre 2. Récit de Rémi d'Outrelot, 14 ans, frère de Yann. On a quitté la route. C'est mieux parce qu'on peut marcher tous ensemble, et puis on n'a plus à scoltiner le sac, Fabien et moi. On commençait à avoir les bras et les épaules bien endoloris. À la fin, on avait trouvé un truc. On portait à deux, chacun une anse et le sac entre nous, comme si on revenait de faire les commissions. On avait beau changer de côté tous les 100 mètres, ça nous sciait quand même méchamment les doigts. Bref, on porte plus le sac et ça nous soulage drôlement, surtout Fabien, qui est un peu moins costaud que moi. On suit les chemins, les sous-bois, le bord des rivières. Parfois, c'est large et doux sous les pieds, alors on marche de front, d'un bon pas, que gaiement. Plus loin, ça se resserre et on va en file indienne. Ailleurs, on s'égare dans les herbes hautes. Il faut qu'on prenne Yann sur nos épaules et on ressort trempé. Il y a des moments où on se décourage un peu. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais nulle part, qu'on pourra bien s'enfoncer les jambes dans le ventre à force de marcher, que tout ça servira à rien. Mais aucun d'entre nous veut être le premier à se plaindre, alors on se tait et on continue. Parfois, on est récompensé. Vers la fin de l'après-midi, par exemple, on a suivi longtemps un chemin de halage le long d'un canal qui allait vers l'ouest. C'était bien. On marchait au sec, on n'avait ni trop froid, ni trop chaud, ni rien du tout. Sans le vouloir, on a accéléré comme si le canal menait tout droit à l'océan et qu'on l'atteindrait peut-être avant la nuit si on allait assez vite. On savait bien que c'était pas vrai, mais ça nous faisait plaisir de penser comme ça. À un moment, on a tous fait nos besoins ensemble derrière un taillis. On s'est essuyé comme on a pu avec des feuilles et on s'est lavé les mains dans l'eau du canal. Elle n'était pas chaude. C'est juste après ça que la nuit est tombée d'un seul coup et que le froid nous a saisis. On a marché encore un peu, mais le chemin est vite devenu étroit et il a fini par se perdre tout à fait dans les orties. On a fait demi-tour sur un bon kilomètre jusqu'à un pont et on s'est assis contre le petit mur de pierre. Les moyens avaient leur œil des mauvais jours, bien noirs et bien farouches. Et comme en plus ils suçotaient tous les deux les lanières de leurs casquettes, c'était pas difficile de comprendre qu'ils avaient faim. Les petits avaient l'air fatigués maintenant. « C'est qu'on va dormir ?» a demandé Victor en notant ses souliers de dame. On a vu que ses 2 pieds étaient blessés dessus. Ça faisait des barres rouges pas bien jolies. Il était rudement courageux de continuer comme ça. Par-dessus le marché, la brûlure des orties avait couvert ses chevilles de petites clopes blanches. Comme personne répondait, sa bouche s'est tordue et il a commencé à pleurer en silence. J'ai fait comme si je l'avais pas vu, et les autres pareil. De toute façon, on n'avait pas de quoi le soigner. Alors ça aurait rimé à quoi de faire semblant? Dans ces cas-là, si on console, c'est tout de suite les grandes eaux. Il vaut mieux regarder ailleurs. On en était là de notre brillante situation quand Yann a levé son index. Vous entendez? On n'entendait que dalle. À part les reniflements de Victor et le floc d'une grenouille dans le canal, c'était le silence. Mais comme Yann tenait toujours son doigt en l'air, on a tendu l'oreille, et on a fini par entendre aussi. Un grondement sourd, très lointain. Et puis on a distingué une traînée de lumière à l'horizon, comme un long coup de griffe rouge dans le noir de la campagne. Le train fonçait dans la nuit à pleine vitesse. Et il allait vers l'ouest.